Est-ce qu'on pourrait parler de multidimensionnalité expérientielle pour toutes ces vies qui sont, comme tu le dis, comme je le pense également, qui sont empilées simultanément. Il n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'après, c'est là maintenant, tout de suite. Bah, moi, pour moi, si je repars de ma croyance et de ma manière de voir les choses, c'est une conscience qui vit plein de vies à la fois. Et une de ces vies, c'est Laetitia. Et donc, du coup, si je reviens au niveau de la grande conscience, eh bien, je peux avoir accès effectivement à toutes ces vies à la fois. Donc, effectivement, il y a une forme de multidimensionnalité, c'est toutes ces dimensions de vie en même temps. Euh, c'est là où moi, j'ai pas de réponse. Euh, les gens qui ont des réponses toutes faites, ça me surprend toujours. Mais surtout quand et je suis agacée quand elles essayent de les imposer aux autres, mais ça, c'est encore un autre problème. Mais c'est vrai que comment savoir, en fait? C'est pas possible. On est limité par notre propre conscience dans l'histoire. Donc, à moins de pouvoir s'extirper de la conscience pour observer la conscience, comment on peut savoir? On ne pourra jamais avoir la réponse. Donc, voilà, moi, je suis plutôt dans un principe de vie où je me dis, bah, je sais pas et c'est pas grave. Je vis l'expérience. Et j'aide les autres au passage, voilà, je les accompagne comme je peux. Alors, j'aurais maintenant une question, et puis après, on fera un petit tour des personnes présentes qui ont peut-être aussi également des questions à propos de ce qu'on appelle les animaux totems. Oui, Alors moi, je considère en fait que ce sont des symbolismes d'attitude, enfin tu vas nous expliquer tout ça, auxquels on se relie quand on atteint ces capacités-là, de sorte qu'elles puissent nous l'amplifier. Enfin, je ne sais pas exactement comment, mais je te laisse la parole pour nous expliquer ça. alors moi c'est vrai que je j'emploie pas forcément le mot totem parce que pour moi totem ça désigne un clan et ça désigne un groupe. Donc pour moi un animal totem c'est plutôt un animal de clan. On pourrait dire une forme de parenté symbolique, une famille d'âmes si on veut transposer, qui réunit, c'est un espèce d'esprit tutélaire en fait qui est à la tête d'un groupe. Et ce groupe, eh bien, forme une communauté et il y a le clan du loup, le clan de la chouette, le clan de l'araignée, le clan du kangourou. Enfin voilà. Donc c'est vrai que moi de mon côté, j'emploie pas trop le mot totem. J'emploie plutôt allié de pouvoir. Donc une forme de double dans l'invisible qui fait le lien, qui fait le relais. C'est-à-dire que c'est lui notre premier relais dans quand on visite ces réalités non ordinaires. C'est-à-dire que lui sait où sont les choses. Et lui, il va pouvoir nous guider. Si on a une intention spécifique, il va pouvoir nous emmener à tel endroit, contacter tel esprit, etc. Parce que lui, il a cette connaissance. Il peut naviguer eh ben, entre les mondes, bas, milieu, haut, et nous accompagner aussi dans notre monde du milieu. Et donc pouvoir, bah, parce que c'est difficile en fait de trouver une traduction, parce que c'est vrai que c'est un terme qui vient plutôt des États-Unis, on parle de power. Est-ce que c'est... nous, on parle beaucoup de maintenant, on fait un espèce de mélange, on appelait ça l'empuissancement. Donc c'est grandir dans notre puissance, en fait. Et comme je le disais tout à l'heure, pour vivre la vie voilà, le plus heureux possible, quoi, si on peut dire les choses comme ça, et puis contribuer au bien-être de l'ensemble du vivant sur Terre. Donc, oui, c'est comme un allié qui a des spécificités. Euh, des capacités. Et après, on peut considérer chacun sa manière, hein. C'est des chapelles de pensée, des grilles de lecture. Certaines personnes vont considérer que bah, c'est un état du moi, que c'est une partie de la personne qui s'exprime. D'autres vont considérer que ben non, il y a vraiment une altérité et que c'est un double de soi ou voilà dans la visite, dans l'esprit tutélaire qui nous accompagne, un gardien, quelqu'un qui est là à nos côtés, sur qui on peut compter. Voilà. Et là encore, c'est des classifications. Je veux dire, tu vois que nous, les êtres humains, on aime bien faire, hein, on aime bien mettre
voilà, des choses dans des cases pour bien comprendre. On a ce besoin de découper le monde, hein, de découper le monde pour le saisir et le comprendre. Tout ça, ça reste quand même des classifications que nous, on fait les êtres humains de toutes ces choses-là. Et ces classifications, eh bien, elles sont différentes d'une communauté à une autre, d'un chaman à un autre. C'est voilà, c'est important en fait surtout de garder à l'esprit que qu'il n'y a pas une vérité, quoi. Hein, il n'y a pas une vérité. Il y a un langage commun qu'on peut développer pour bien se comprendre, mieux se comprendre justement de quoi on est en train de parler. Mais il n'y a pas une vérité figée. Donc c'est ça aussi, hein, parfois je vois beaucoup sur les réseaux sociaux des gens qui disent ah ben le chamanisme c'est ça, un chaman c'est ça fonctionne comme ci, ça fonctionne comme ça. Et quand on se pose la question, on leur demande mais d'après qui, dans quelle tradition, quelle communauté, quelle région du monde, et ben, ils ne savent pas parce qu'en fait ils ont construit une image, ça correspond à ça. Et, euh, et là où parfois peut être le danger, c'est nous, hein, je reviens en fait, voilà, nous occidentaux, d'aller imposer nos modèles ailleurs en disant bah voilà, ça fonctionne comme ci comme ça, et puis bah là-bas de s'adapter en fait à notre manière de voir des choses et de nous servir bah, ce qu'on attend en fait d'eux. Et c'est pas forcément eux, ils pratiquent peut-être pas forcément de cette manière-là, ou voilà, c'est peut-être que ça peut arriver, qu'ils vont servir une certaine façon de faire aux Occidentaux, et puis ils vont réserver les pratiques plus authentiques, entre guillemets, à leur communauté. Hein, donc voilà, donc il n'y a pas une vérité, voilà, ça reste des classifications pour qu'on arrive à communiquer les uns les autres, à se comprendre, on va dire. Et voilà, le point commun, on va dire, c'est la notion quand même d'esprit. Voilà, l'esprit, C'est ça, c'est surtout développer un langage de communication que des gens puissent comprendre d'une culture à l'autre. c'est ça. Hein, et après, c'est comme pour tout. Et ben voilà, moi, j'ai pas de certitude, j'ai pas de réponse à tout. Voilà, j'accompagne chacun à trouver ses propres réponses plutôt, à explorer à sa manière, en ayant ce socle commun, comme je te disais tout à l'heure, c'est les trois mondes, mais sachant que voilà, même moi, je les perçois pas tout à fait de cette manière-là, à mon propre niveau. Donc, je les perçois pas bas, milieu et haut, hein, mais c'est pour travailler ensemble, c'est plus facile, on va dire, de se mettre une base commune. Bonsoir tout le monde. Bon, ça, Laetitia, moi j'aimerais savoir quelle est ta position par rapport aux plantes médecines, parce que du coup on sait que les chamans ben, dans les communautés, que ce soit en Amazonie ou d'autres communautés, utilisent les plantes médecines, notamment l'ayahuasca, pour avoir accès ben, à la transe et puis ensuite se connecter avec les esprits, etc. Donc toi, du coup, vu que tu es plutôt dans une culture occidentale, j'imagine que tu n'as pas recours du coup à ces plantes exactement. médecines. Alors, Effectivement. Mm. Alors, alors moi, c'est pas une pratique vers lequel je ressens un attrait. Mais après, je comprends que pour d'autres personnes, eh bien, il y a cet appel vers l'enseignement des plantes. C'est vrai que moi, ma pratique, elle est davantage orientée vers le tambour. Et puis même, en vrai, j'ai même pas besoin de tambour. J'ai pas besoin de tambour parce que j'ai appris aussi avec Corinne Sombrin à rentrer en transe en auto-induction, en fait, donc sans support. Et la pratique par les plantes, elle reste quand même assez minoritaire en vrai, hein, par rapport à l'ensemble des traditions chamaniques. C'est vrai que c'est plutôt une tradition qu'on rencontre en Amérique du Sud, parce que c'est une autre manière de faire. Moi, elle me correspond pas. Elle me correspond pas, peut-être parce que moi, j'ai un peu ce besoin peut-être de contrôler aussi, tu vois. Hein, j'ai ce besoin de me sentir en pouvoir de ce besoin de sentir que je peux mettre un stop au moment où j'ai envie de mettre un stop et pas que quelque chose prenne le dessus et m'entraîne dans des visions desquelles bah, je ne peux pas en sortir tant que l'effet n'est pas dissipé. Donc c'est pour ça qu'en ce sens, moi, c'est pas forcément une pratique qui m'attire. En revanche, ça ne m'empêche pas de me connecter aux esprits des plantes sans forcément les ingérer et de poser des questions aussi.
de demander aussi aux plantes quelle plante peut-être à un instant T me conviendrait le mieux pour tel ou tel trouble. Ça m'est déjà arrivé de manière spontanée, en espèce de demi-sommeil dans mon lit, d'avoir un moment donné une vision d'une plante comme ça qui vient vers moi. Et puis après d'aller regarder à quoi ça correspond sur Internet et puis de voir que c'est une plante qui est faite pour dormir. Et moi, j'avais pas ce savoir-là. Donc, en fait, on peut avoir aussi cette connexion finalement avec les esprits des plantes, sans forcément les ingérer. Après, d'autres personnes, eh bien, elles se sentent plutôt de vivre cette expérience donc par l'ingestion des plantes. Après, moi, j'ai l'impression que c'est un peu culturel aussi peut-être parce qu'il y a aussi cette tradition du médicament, d'avaler des choses pour se soigner, hein, d'ingérer des choses pour se soigner. On a aussi une relation particulière, peut-être à certaines substances psychoactives, et peut-être que on se dit ah bah c'est plus tangible aussi parce qu'on vit vraiment les choses, on est presque à coup sûr il va se passer quelque chose, quoi, qu'il va y avoir à minima peut-être des vomissements et au mieux aussi des visions. Hein, c'est une manière de rentrer en lien avec l'invisible, une manière parmi d'autres. Hein, d'autres communautés, bah, effectivement, vont plutôt utiliser le tambour, utiliser le mouvement aussi, utiliser le chant, utiliser le souffle, la respiration aussi pour induire des états de conscience modifiés. C'est une des variétés. Moi, tout ce que je peux conseiller, en tout cas par rapport à ça, pour les personnes qui ont dit d'expérimenter par cette voie-là, c'est vraiment de bien se renseigner en amont, hein, de là où on va. Être bien sûr qu'il y a des gens qui sont compétents et qui vont pouvoir prendre en charge si jamais il y a un problème. Parce que parfois, eh bien, c'est des personnes qui ont peut-être certaines maladies psychopathologiques en latence. Eh bien, ça peut être l'occasion pour la maladie de vraiment se déclarer. Donc, il faut vraiment faire très attention chez qui on va et surtout aussi s'enlever de ce truc de c'est rapide. Non, bah, non, il y a toute une préparation avant. Faut faire les choses vraiment sérieusement. Il y a des périodes de retraite, il y a des diètes à faire avant. Il y a des retraites comme on pourrait faire aussi en méditation, où toute la journée, eh bien, on est coupé de l'extérieur et on est seul avec soi-même. On dit à Alors, certaines excuse-moi, plantes. Laetitia, excuse-moi, je te Ouais, coupe. Là, tu es en train de nous parler des personnes qui vont consommer des plantes, c'est ça? oui, Ah, oui, d'accord. Que ce soit clair pour tout le monde, c'est pas oui, oui, d'aller. Voilà, c'est dans la ouais. partie où j'avale des plantes particulières. Voilà, où vraiment, il faut vraiment faire attention en fait à où on va et vraiment euh, faire en sorte d'aller auprès de chamans aguerris. Et puis en tant qu'occidental, bah, peut-être même il existe des cliniques hein, maintenant, des cliniques où il y a à la fois une alliance entre le savoir entre guillemets occidental, l'approche occidentale et les savoirs autochtones qui sont combinés en fait pour accompagner une personne. Et ça peut être intéressant aussi voilà d'aller plutôt vers ces cliniques-là, d'être un peu plus sûr que les choses se passent bien. En fait, l'idée, c'est vraiment de ne pas revenir de là-bas fracassé avec ce qu'on appellerait des pertes d'âme, quoi. L'esprit fragmenté qui a explosé, qui n'arrive plus à fonctionner normalement dans le monde, quoi. On n'arrive plus du tout à fonctionner normalement dans la société. Ouais, faut vraiment faire attention en fait avec ces voies d'accès-là. Et puis après, il y a certains chamans qui vont même dire que eh bien, les plantes qui sont des esprits neutres hein, peuvent continuer de squatter aussi en quelque sorte la personne, squatter le canal, empêcher par la suite de faire d'autres explorations parce que c'est bloqué. Voilà, donc tout est, voilà, d'un point de vue chamanique, on pourrait dire que le tabac est une plante qui possède aussi la personne. Enfin, il y a, ouais, ouais, faut y aller toujours avec. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure, toujours avec conscience, quoi. Hein, vraiment, faut vraiment être dans la conscience de ce qu'on fait, c'est hyper important. Mais si on se sent appelé vers ça, eh bien, oui, voilà, c'est une voie d'accès. Ok, merci.
Alors, juste pour être un peu dans la continuité de votre discussion, il y a Olivier Chambon, hein, donc, qui est psychiatre et qui travaille beaucoup avec les plantes et les psychédéliques. Dans 2 semaines, on va voir ici une conférence justement sur la communication avec les plantes qui va nous être faite par Nathalie Frossard et qui va nous expliquer peut-être davantage de choses concernant ce lien avec les plantes. Donc, si ça t'intéresse, Laetitia, Bien sûr, dans ouais. 2 semaines, tu pourras assister. Et puis, juste une toute petite parenthèse, il y a quelques jours, j'ai fait une séance à une personne, psychologue, qui a vécu plein d'expériences comme ça, qui pratique différentes techniques thérapeutiques et qui m'a expliqué son ressenti, qui m'a dit, mais c'est comme si j'étais en transe au tambour et c'est comme quand j'ai vécu la prise de l'ayahuasca. C'est complètement ça et ça va plus loin. Donc, Hmm. est-ce que ça vient de l'accès spirituel de la personne, comme toi tu y accèdes sans tambour? Est-ce que c'est la personne qui va développer cette capacité, qui va, en fait, puisqu'elle est connectée, aller encore plus loin et se connecter plus facilement? Bah, en fait, cette expérience, on est très inégaux, en fait, par rapport à ça. C'est-à-dire que même, dans des ateliers que j'ai pu animer, il est arrivé qu'à un coup de tambour, 2 coups de tambour, une personne rentre, en très forte transe, juste avec 2 coups de tambour, alors que d'autres, pas du tout. De la même manière, bah, comme on peut rencontrer en hypnose, il y a des personnes où ça va très vite et puis d'autres, c'est plus lent. Je saurais pas dire, en fait, d'où ça vient. Après ce que j'ai pu constater, en tout cas avec, les formations, avec Corinne Sombrin, donc sur la transe, cognitive en auto-induction, c'est qu'il y a quand même, 8 personnes sur 10, hein, qui rentrent, en transe, en fait, grâce, aux boucles sonores, qu'elle a, développées. Donc, c'est une capacité quand même qu'un grand nombre de personnes a. Mais alors pourquoi est-ce qu'il y en a qui rentrent en transe sur un tambour et d'autres pas du tout? Ça, je saurais pas du tout l'expliquer. Même moi, je rentrais, enfin, il m'a fallu un certain temps, hein, probablement parce que j'étais très freinée, aussi, j'étais encore beaucoup dans le fait d'essayer de comprendre toujours tout, comment ça fonctionne, est-ce que c'est mon imagination, et cetera, et cetera. Donc je pense que ça m'a pas mal freinée et puis, pour valider en quelque sorte que j'étais dans un état de conscience, modifié, eh bien je faisais une lévitation de la main et puis ma main en lévitation, c'est bon pour moi, ça veut dire que j'étais dans un état de conscience, modifié et puis un jour, je sais pas pourquoi, j'ai été dans un cercle de tambour qui était organisé par une amie. Les autres, elle leur avait donné pour intention dans leur voyage, aller chercher leur allié de pouvoir et moi, elle m'a demandé de faire, ce qu'on appelle un démembrement et j'ai fait et là, je suis rentrée dans une transe dans laquelle je n'étais jamais rentrée jusque-là, vraiment extrêmement fort. J'ai eu du mal à revenir. Mon corps s'est vraiment démembré, dans mon vécu et ma perception, étage par étage. Après j'ai eu du mal à revenir, et c'est ce jour-là où j'ai dit à mon amie, parce que je savais elle avait déjà, comment dire? Eu l'occasion à travers son association d'organiser des ateliers avec Corinne. Je lui ai dit: «Écoute, est-ce que tu connaîtrais pas quelqu'un qui peut, m'apprendre à gérer, cet état?» parce que quand ça prend, hein, donc donc voilà, elle m'a dit: «Bah, tu as de la chance, il reste une place là, elle est pour toi» et c'est comme ça que je me suis retrouvée, en fait, à apprendre après, la transe cognitive en auto-induction avec, Corinne Sombrin et avec ses équipes. Mais, donc du coup, c'est pas venu tout de suite, hein. Alors que d'autres personnes, vraiment pour l'avoir, vu de mes propres yeux en atelier, bah, il suffit que je donne 2 coups de tambour et ça y est, et tremblements, le visage qui commence à changer de physionomie. On voit qu'il y a comme un animal qui essaye de s'exprimer. C'est toujours très impressionnant, à regarder, même si j'ai l'habitude. Donc voilà, donc on est très inégaux de la même manière que, bah, par exemple, si je regarde, l'ensemble, ou en tout cas les interactions que je peux avoir avec les autres personnes qui ont été formées comme moi, avec Corinne Sombrin, eh bien, nous sommes pas une majorité à vivre des expériences, comment dire? De communication avec des non-humains, hein. Il y en a beaucoup qui, dans leur pratique, c'est plutôt, une interaction, on va dire, avec une problématique, avec une émotion qu'ils ressentent et donc ils vont rentrer en transe, interagir avec leur émotion. Ça peut être des transes pour, récupérer parce qu'on est un peu trop fatigué. Ça peut être, des transes, de la place, des transes d'ancrage, plein d'intentions différentes, mais
les personnes qui vivent vraiment des interactions avec des non-humains, ça reste une minorité. Pourquoi? Je ne saurais pas expliquer. Les personnes qui sont amenées à et d'autres pas. De la même manière qu'on n'est pas tous amenés à aller s'intéresser au chamanisme, pas tous amenés à aller explorer ces voies-là. Peut-être ces croyances vont pas trop dans le sens du chamanisme, peut-être que dans une transe, il va pas, du coup, ça va pas être très chamanique, hein, parce que ça correspond aussi à, à sa manière de voir le monde. Donc voilà. Il n'y a pas de règle en fait. Il y a vraiment pas de règle. De la même manière que c'est pas un rythme spécifique de tambour qui va faire entrer une personne en transe. Ça aussi, je l'ai pu le constater plus d'une fois que si on laisse chacun jouer à son rythme, le rythme qui lui convient, bah, là, c'est la cacophonie générale. Hein. Chacun a un rythme différent. Hein. Donc, c'est que je sais qu'il y a eu beaucoup de théories par rapport à ça. Il faudrait qu'il y ait tant de battements par minute pour induire, etc. Dans la pratique, je vois que chacun a un rythme qui lui correspond. Puis après, nous, dans les apprentissages qu'on peut faire à la fondation, on a aussi des rythmes qui correspondent à nos alliés ou à notre enseignant. On demande quel est ton rythme préféré et puis on joue ce rythme-là. Ok. Marie-Agnès, Non, j'ai pas de questions tout à particulière, mais je tiens à remercier pour cette bonne soirée. J'admire énormément la souplesse et l'ouverture d'esprit qui dénote d'une très grande sensibilité, une très grande intelligence. Merci beaucoup. Je trouve ça absolument, ça fait vraiment plaisir d'entendre ce Merci. genre de. Merci. J'aurais évidemment deux, trois petites choses que j'aurais aimé relever, mais il y a tellement à dire. Je reviens sur le tout début, qu'effectivement, on n'obtient pas du tout les mêmes choses. Moi, je pratique l'hypnose humaniste et les soins énergétiques. D'ailleurs, j'ai commencé par les soins énergétiques. C'est pas du tout le même processus qui se passe, d'accord? Et non, tous les thérapeutes, Thierry, je suis obligée de le dire, non, tous les thérapeutes ne donnent pas accès à l'invisible. Il faut vraiment que ce soit certaines thérapies tout à fait particulières. Il faut qu'il y ait une espèce d'ouverture d'esprit. Un thérapeute, ça peut être purement mécanique, voilà, sans avoir à franchir des strates de spiritualité intense, on va dire, voilà. Voilà, moi j'avais une petite question, Chippy. C'est plutôt sur l'histoire de l'Occident par rapport à. On a noté effectivement depuis une bonne vingtaine d'années, voire plus, un engouement pour notre monde matérialiste qui a perdu la religion, qui a perdu foi dans tout, avoir une espèce d'aspiration à vouloir rattraper la spiritualité de sociétés qui n'ont pas perdu le contact. Par contre, moi j'observe et je me pose la question de savoir si ce besoin de se reconnecter à un truc ne se fait pas sentir particulièrement dans nos pays scientifiques, avec ce qui va arriver là, c'est l'apparition des extraterrestres, etc. Donc, est-ce que c'est pas une espèce de déviance aussi, voilà, de ce monde de l'invisible qui a besoin d'un besoin? C'est un peu chippy, hein, comme question, je le dis tout de suite. Moi, Mais j'ai pas trop penser aux d'avis. extraterrestres, voilà, parce qu'on parle de non-humains, et Ouais. là, la société occidentale, elle rentre en plein dedans, là, avec une croyance, mais dure comme fer, etc. Encore une fois, je ne dis pas que ça n'existe pas, hein, attention, hein, voilà, je suis comme toi, moi, tout est possible, tout est vrai jusqu'à preuve du contraire. Voilà. Mais voilà, j'avais envie de faire un petit parallèle Ouais, ouais. avec notre esprit bien mental et bien cartésien qui va se jeter dans les bras de tout ce qui est extraterrestre et qui voit dans le premier nuage les soucoupes volantes qui arrivent. On assiste à quelque chose de très intéressant, je trouve, pour des sociétés. Voilà. Après, je pense que notre société va être de plus en plus amenée à questionner ce qu'est la réalité. Et c'est quelque chose qu'on sent déjà dans l'intelligence artificielle. Donc, je pense que ça va Oui, donner des choses complètement. intéressantes et que je dis toujours que dans les années à venir, il faut être le plus ancré possible parce que on risque en fait d'être beaucoup bousculé justement dans qu'est-ce qui est réel et ce qui ne l'est pas. Et après, la dimension des extraterrestres, moi, je me dis, voilà, l'univers, enfin, ça serait fou de dire que c'est pas possible.
c'est pas logique d'une certaine façon, d'un point de vue scientifique, c'est pas logique. Et dans quelle mesure les extraterrestres sont vraiment des extraterrestres, je sais pas dans quelle dimension ils évoluent. Déjà, ça questionne le temps, ça questionne l'espace-temps, ça questionne plein de choses. Moi, j'ai pas trop de point de vue par rapport à ça. Tout ce que je sais, c'est que moi, en tout cas, dans mes voyages chamaniques, plus d'une fois, je me suis retrouvée à bord d'un vaisseau. Mais oui, Alors oui, que, oui, bien alors que sûr. ça me paraît complètement fou, parce que justement, l'esprit rationnel qui est le mien se dit, c'est pas possible, ou c'est farfelu. Mais, et pourtant, plus d'une fois, ça m'est arrivé dans des voyages chamaniques de me retrouver dans les fins fonds du cosmos, d'être à bord de vaisseaux, même dans mes rêves la nuit, parce que pour le coup, c'est Mais vrai que j'avais pas complètement, beaucoup oui. parlé. Je vis beaucoup de choses aussi la nuit, hein. J'ai d'enseignements, beaucoup de messages, beaucoup de choses qui se passent la nuit. Et il m'est déjà arrivé la nuit de me sentir dans un vaisseau. Donc voilà, donc, je sais pas. Et les casques et les lunettes de réalité virtuelle, là. Bientôt, on va tous se retrouver dans la rue. Ouais, mais est-ce qu'on n'est pas déjà dans une réalité virtuelle? Moi, Mais oui, des mais fois, écoute, je me pose la question, hein. Je me dis que tout est possible. Qu'est-ce qui dit qu'on n'est pas, en fait, peut-être des avatars de personnes qui existent ailleurs et qui sont en train de vivre toutes ces vies-là? Hein, parce que j'y étais tout à l'heure, des sortes de Sims, et puis on s'amuse à recréer des Sims. Et à quel niveau, nous, de la simulation on est? C'est pas possible de le dire. Donc ouais, tout est possible. Quelques grands Ah, moi, scientifiques, professeurs disent qu'on est effectivement dans une grande illusion. Donc, à voir, on aura peut-être la réponse un jour. Merci Voilà. Marie-Agnès. Oui, Romain Le Terrier qui a écrit un bouquin il y a pas très longtemps justement sur la question avec Jocelyn Morisson. Donc ouais, tout est relié. Et gardons l'esprit ouvert, accueillons. Voilà. Voilà. Merci Marie-Agnès. Sinon, il y avait une Comment? question de Hélène hein, dans le chat. Ah Hein. oui, je vois une question. Alors, Elle- rapport elle- au silence, je ne sais pas dans quelles circonstances en fait, dans quelles circonstances on parle du silence là. Heureusement, elle est partie, elle n'est plus Ah, avec donc, ok. nous. Parce que là, je ne saurais pas trop répondre. En tout cas, moi, le silence dans mon quotidien, il est très important. J'aime pas beaucoup le bruit. Donc, j'apprécie beaucoup le silence. Voilà, j'aime beaucoup le silence. Le silence me fait encore mieux apprécier, on va dire, la musique, les sons, les vibrations. Donc voilà, donc j'ai un rapport au silence, voilà, j'aime beaucoup. Et par rapport à ce qu'on appelle la mort, ben moi, pour moi, évidemment, les choses ne s'arrêtent pas, voilà, une continuité. Enfin, ça s'arrête pas à notre mort physique. Après, qu'est-ce qu'il y a après notre mort physique? Là encore, je n'ai pas vraiment de réponse. Si j'en reviens à ma croyance que je suis qu'une particule dans un ensemble et qu'il y a peut-être quelque chose qui vit, une vie à travers le scénario de ma vie, eh bien, peut-être qu'il n'y a rien derrière, tout simplement. Je retourne dans l'océan, l'océan de la conscience. Et là, c'est plus une perspective bouddhiste, on va dire. Hein. C'est le retour à la mer primordiale, à l'océan. Peut-être que non. Il y a quelque chose qui continue de survivre d'une autre manière. J'ai pas trop de réponses en fait par rapport à ça. Il y a plusieurs années, j'aurais été limite plus affirmative en fait hein, sur ma manière de voir les choses. Mais en fait, plus j'expérimente, plus j'explore, et en fait, bah, paradoxalement, moins je sais. Et moins je suis sûre en fait de ce qu'il y a après. Donc voilà, moi je sais qu'à un niveau personnel, l'éternité me fait pas du tout rêver. Au contraire, je préfère qu'il y ait une fin. Après, ça, c'est très propre à moi-même. Hein. Voilà, par rapport à la mort, en tout cas, je suis plutôt pas quelque chose qui m'effraie, je suis plutôt confortable avec ça. Mais je pense que c'est parce que aussi dans mon chemin de vie fait que j'ai beaucoup été en contact avec la mort. J'ai beaucoup été en danger de mort dans ma vie. Hein. Ça a été à plusieurs reprises. Il n'y a pas eu qu'un cancer, hein. Il y a eu d'autres choses, des accidents, plein d'accidents de voiture. J'ai eu aussi une tumeur au cerveau. Enfin, j'ai eu énormément de problèmes de santé aussi dans ma vie. Donc,
On va dire que je danse avec la mort depuis même ma naissance, parce que je suis née avec un cordon bien serré autour du cou. Donc voilà, je suis plutôt confortable avec cette idée-là, avec l'idée de la mort. Et pour moi, ça fait partie de la vie. Et mon rôle est d'accompagner justement les vivants aussi par rapport à ça, dans leur processus de mort et de renaissance. Donc, c'est ces passages-là qu'on a tout au long de la vie. Et pour moi, la mort est qu'un passage de plus, en fait, finalement, dans tout ça. Merci. Alors, on va proposer, j'avais demandé à Rafafa. Voilà, bonsoir. Moi, j'avais une petite question, enfin, on va dire légère, sur, oui, sur la question du chamanisme ou pas, puisque j'ai pas mal de contacts sans faire la demande avec, on va dire, des âmes, si on peut les appeler comme ça, sans que je demande rien. Donc, c'est eux qui rentrent en contact. Je sais pas si le chamanisme peut m'aider justement à pouvoir contrôler toutes ces choses-là ou pas. Oui, dans le sens où peut-être avec tes alliés, de mettre un cadre. Hein, c'est surtout ça, en fait. Si c'est pas sollicite, enfin, si toi, si pour toi, c'est envahissant, que tu ne Oui, demandes pas forcément, et que tu as envie que ce soit davantage cadré, eh bien, aussi, voilà. le chamanisme peut t'aider en ce sens-là. C'est-à-dire que, comme je disais tout à l'heure, principe dans le chamanisme, on n'est pas tout seul. On a des alliés dans l'invisible et c'est eux qui font le gros du travail. Et en fait, développer cette connexion avec tes alliés peut permettre de mettre un cadre à tout ça et de mettre un on et un off d'une certaine façon et de dire bah, c'est de telle heure à telle heure. Ça, c'est Corinne Sambrin aussi qui le dit. Hein. Elle dit oh, vous mettez des horaires. Hein. Vous dites bah, voilà, moi je travaille de telle heure à telle heure et en dehors de ces heures-là, je ne suis pas disponible. Et c'est aussi une question de pouvoir, là encore. C'est-à-dire, j'ai le pouvoir et c'est moi qui décide. Hein, c'est moi qui décide quand c'est le moment et quand ce n'est pas le moment. Et ça s'acquiert avec justement avec les pratiques chamaniques. Et après, bah, Corinne, elle ne transmet pas par rapport au chamanisme, c'est vraiment la transe cognitive. Hein, mais c'est pareil, il y a on a des transes de base qui sont importantes. Il y a la transe d'ancrage, hein, qui nous permet d'être là. La transe de puissance, qui est facilitée par l'ancrage. Hein. Quand on est dans notre ancrage, on peut être dans notre puissance. Et puis, il y a la transe de la place. Hein, c'est la place qu'on occupe. Eh bien, quand on est ancré dans notre puissance, on peut occuper notre espace, notre place et mettre justement ces barrières, ces limites, ces frontières et décider qui rentre dans l'espace ou n'y rentre pas, à quel moment, etc. Donc, il peut y avoir aussi des pratiques où justement tu vas travailler ça, l'ancrage, la puissance et la place pour moins qu'il y ait moins cet envahissement peut-être et mettre toi ton cadre parce que c'est important. Après, il ne s'agit pas de chasser parce que bah, c'est comme pour tout, hein, si on chasse, parfois ça revient encore plus au galop. C'est plus de trouver le dialogue aussi avec ces âmes pour dire, bah voilà, j'entends ton besoin. Quel est ton besoin déjà, hein, quel est ton besoin? J'entends ton besoin. Là, je peux t'aider ou je ne peux pas t'aider ou reviens plus tard ou voilà, de mettre son cadre et les pratiques chamaniques peuvent t'aider en ce sens. Avec quelqu'un qui t'enseigne, voilà comment faire. Dans ta région, il y a peut-être des praticiens qui peuvent aussi t'accompagner sur l'aspect technique d'une certaine façon. Oui, voilà, c'est un petit peu ce que j'ai besoin, puisque, on va dire, certaines visions, je ne les contrôlais pas, sans m'avertir. Au bout d'un moment, j'ai tenté que tout ça s'arrête, sur certains conseils. C'est vrai que ça s'est arrêté, mais j'ai d'autres choses qui sont venues plus fort derrière, plus les Oui. visions, et voilà. J'essaye maintenant, je sais que voilà, je parle à haute voix, pour leur dire des fois stop, ou laissez-moi du temps, laissez-moi comprendre les choses, vos demandes, pour Oui. que je le fasse et que je prenne le temps, que j'ai le temps aussi pour vous. Donc ça, j'arrive un petit peu à gérer, mais voilà, je l'ai un petit peu acquis, plus ou moins toute seule. Et je Hmm. sais pas si je fais toujours les bonnes choses correctement. Voilà.
Après, si on répondait d'un point de vue chamanique, ça serait vraiment de développer davantage en fait ta connexion avec tes alliés dans l'invisible pour t'aider justement à ce niveau-là. Pour Parce qu'il t'aider m'arrive aussi de les voir, on va dire, entre guillemets, physiquement, sans faire de méditation, sans rien faire. Et bon, ben, des fois, quand on n'est pas préparé, c'est spécial quand même, hein. bah oui, oui, C'est oui, c'est comme dans la vie de tous les jours, si quelqu'un vient t'importuner, tu lui dis stop. Et là, c'est Oui, pareil, il faut poser le cadre, il faut prendre conscience qu'on a la maîtrise de ça. On peut poser ses limites, on peut dire pas maintenant, on peut dire on verra plus tard, laissez-moi tranquille, on peut gérer ça. On n'est pas obligé de subir, c'est pas parce qu'on a des capacités euh, aussi faciles que ça, pour toi en tout cas, de percevoir ces choses-là, que tu dois tout accepter en bloc. Faut, à un moment, dire attendez, c'est l'heure de ma sieste, je vais me c'est reposer. ça. Et puis se faire aider par ses alliés pour mettre aussi les barrières et les frontières. Parce que les alliés sont là aussi pour nous aider un peu dans tout. Pour, je sais pas, les personnes qui pratiquent des soins énergétiques, et ben, les alliés sont aussi là pour faire écran, barrière, hein, si jamais il y a autre chose qui veut s'inviter à ce moment-là. On peut les incorporer. Moi, ça m'arrive d'incorporer volontairement l'adorcisme, un esprit, pour me protéger aussi. Donc, en fait, c'est développer vraiment ce lien, en fait, avec les esprits pour pouvoir fonctionner de la manière la plus confortable pour toi. Voilà, si c'est trop envahissant, enfin, c'est important, hein. On a un corps, on est dans le fait de chair et d'os, on a besoin de dormir, on a besoin de se reposer, on a besoin de tout ça. Donc, c'est vraiment grandir dans voilà, cette relation avec les esprits et aussi très important de toujours vraiment travailler son ancrage. C'est hyper important. C'est vraiment un fondement, ça, parce que c'est ce qui nous permet de faire des allers-retours aussi facilement, aisément et revenir rapidement. C'est vraiment travailler son ancrage et ça passe par des choses très pragmatiques de la vie, quoi. Bien manger, bien dormir, s'amuser, danser, chanter, vibrer, aimer, voilà, c'est toutes ces choses-là qui participent aussi de notre ancrage, des choses très terre à terre, des choses qu'on pourrait juger pas très spirituelles, bah, ça fait partie de l'ancrage aussi, donc voilà. oui, Merci oui. Raphaël. Voilà, merci. Merci. Alors, on va demander à PLJ. Bonsoir. Bonsoir, Périg, mon prénom. Alors, je suis désolé, moi, je n'ai pas du tout de caméra. J'ai un problème parce que je suis sur mon téléphone. Alors, d'abord, j'ai trouvé votre conférence vraiment très intéressante. Je vous ai écouté vraiment avec attention, avec mes maigres notions en anthropologie. Euh, alors, j'aurais deux questions peut-être, enfin, surtout une. Bon, j'étais un peu, peut-être la première, vous pouvez y répondre rapidement. J'étais assez curieux de savoir ce que vous pensiez des thèses de René Girard, Moi, je parce connais que pas. vous connaissez pas Je- René Girard, d'accord. Non, donc je peux même pas vous répondre, je connais pas. Je vous avoue, là, pour le coup, je connais pas. D'accord, parce que je vous ai vraiment écouté avec ces thèses en tête et D'accord. j'avais l'impression que vous validiez tout ce qu'il disait. Donc c'était Non. et en même temps vous disiez qu'il n'y avait pas de critères spécifiques à un chaman qui permettaient de critères fixes, alors que René Girard tendrait un peu à dire que si, d'une certaine manière. Bon après disons que ma deuxième question, je ne sais pas du tout si vous aurez une réponse, ça concernait toujours directement le chamanisme. Est-ce qu'on peut cesser d'être un chaman? Est-ce il y a quelque chose là-dessus que vous avez découvert dans vos recherches? Est-ce qu'il y a quelque Alors, chose qui est dit? alors, je peux pas être affirmative, je peux pas donner une réponse affirmative à 100%, mais je pense que non, c'est quelque chose qui est pour la vie. C'est fait partie on a chacun un rôle sur Terre et pour moi, ça fait partie du rôle de la personne. Comme est-ce qu'un médecin un jour cesse d'être un médecin? Je crois pas en fait. Moi, j'ai été élevée par un journaliste. Est-ce qu'un jour il cessera d'être un journaliste? Je pense pas. En fait, ça fait tellement partie intégrante de la personne que pour moi, un chaman est un chaman jusqu'à sa mort. Et après, est-ce qu'il y a des périodes où il va peut-être s'éloigner de ça? C'est possible pour y revenir derrière. Il n'y a rien
de figé, on va dire, par rapport à ça. Mais moi, pour moi, ça fait vraiment partie de l'essence de la personne. Et du coup, c'est toute sa vie. C'est toute sa vie. Ah, peut-être qu'un praticien chamanique, à la différence, lui, il n'est pas forcément ce rôle de chaman. Donc peut-être que lui va faire des allers-retours et c'est pas le même rôle. Mais celui qui est vraiment chaman, pour moi, c'est toute sa vie. D'accord. Ok. Voilà. J'arrive pas moi-même à m'arrêter à ce questionnement. Après, Et après, quoi. il peut être puni aussi, hein. Enfin, je veux dire, il peut être puni parfois. Vous savez, on peut avoir des capacités et puis à un moment donné, parce qu'on les utilise très mal ou parce que bah, pour une raison ou une autre, l'accès peut être bloqué aussi. Ça, c'est possible, ça peut arriver. Oui. Après, je peux pas parler pour tous les chamans du monde, donc je sais pas, mais je sais qu'en tout cas, l'invisible a aussi une action et que on peut très bien aussi à un moment donné ne plus du tout avoir de vision, être incapable de voyager dans les réalités non ordinaires. On peut avoir un vrai blackout qui se fait et la personne ne peut plus rien faire. Ça, c'est possible aussi, hein, ça peut arriver. Oui, mais il n'y a pas forcément de. Comment dire, après, ma question portait un peu plus, mais je pense que vous y avez aussi répondu sur le côté si je décide d'arrêter d'être un chaman, par exemple. Je pense que ça reviendra toujours à la personne à un moment donné. Bon, après, il y a beaucoup de littérature sur la question et beaucoup de chamans qui disent que si on ne répond pas à l'appel, il nous arrive des bricoles. Donc, est-ce qu'à un moment donné, on peut vraiment s'arrêter alors, si on peut, peut-être que c'est en concertation avec les esprits. Mais si eux, ils décident que non, je pense que c'est pas possible. Mais après, je ne veux pas être affirmative sur, voilà, sur l'ensemble des chamans du globe et j'ai malheureusement pas de réponse que je peux vérifier à 100% pour chacun. Oui, d'accord. Bien, bah, merci en tout cas. Ben, on va redemander à Éric Ventroux, à poser quelques-unes, mais je pense qu'il en a toujours une sous le coude. Éric, Alors, c'est pas que j'en ai sur le coude, mais moi, Laetitia, elle est venue ce week-end, on va dire, faire un atelier au sein de mon association, hein, et elle va revenir pour la deuxième partie bientôt. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est qu'un atelier? Bah, ça dépend. En tout cas, celui que... Un peu ce que tu as fait chez moi, voilà, ouais, expliquer, voilà, peut-être que pour ça intéresserait ce des qu'on... personnes à savoir qu'est-ce que c'est qu'un atelier, qu'est-ce qu'on y fait, qu'est-ce qu'on Voilà. y voit, comment on arrive et comment on ressort. Bah, en général, là, sur une journée entière, c'est de la découverte. Donc, c'est vraiment de l'initiation, en fait, à aller visiter le monde en bas, le monde en haut et le monde du milieu pour aller se connecter déjà à de premiers alliés. Donc, l'allié de pouvoir, l'allié principal. Et puis ensuite, l'enseignant, l'allié spirituel et commencer aussi à explorer les dimensions des esprits de la nature, les esprits des éléments dans le monde du milieu. Donc c'est vraiment voilà, une initiation qui est au tambour. Après, j'utilise aussi la musique, mais c'est parce que c'est mon tempérament et parce que j'ai un peu du mal avec ce chamanisme qui s'explore couché par terre sans bouger. Et c'est ma manière d'être et aussi parce que bah, c'est pas trop ce qu'on retrouve dans dans les autres communautés, hein. Le mouvement, le chant, la danse, c'est important. Ça se vit aussi, ça se vit dans le corps. Vivre des trans, bah, si on veut les vrais vivre, en général, allongé, ça marche moyen. C'est mieux quand même d'être debout pour se laisser un peu pénétrer quand même par le son, voilà, par plein de choses. C'est plus dynamique, on est davantage dans son pouvoir aussi quand on est debout ou au moins assis. Quand on est allongé, on va pas faire la sieste. Mais après, voilà, il y a plein de personnes qui explorent de cette manière, pourquoi pas. Mais ça veut dire aussi qu'on ne peut pas. C'est difficile ensuite d'être un praticien chamanique. Allongé, comment est-ce qu'on fait une extraction à quelqu'un? Comment on fait un recouvrement? Comment est-ce qu'on utilise nos outils? Enfin, c'est bien compliqué en fait, hein. Donc voilà, donc c'est pour ça que moi aussi, c'est vrai que je mets de la musique, je mets des choses comme ça pour eh bien inciter aussi les gens à bouger, quoi, à se mouvoir un petit peu, à ressentir les choses dans leur corps. Parce que si des personnes qui n'ont pas forcément accès facilement à des images,
hein, des personnes qui ne perçoivent pas vraiment d'image et qui peut-être vivent les choses davantage dans le corps, dans la sensation. Donc voilà, donc ça se passe plutôt comme ça. Et puis après, les ateliers que je peux animer sur Paris sont des mix en fait entre les explorations par la danse et par le mouvement et des thématiques. Donc voilà, donc par exemple, samedi prochain, c'est les ancêtres. Il y aura une cérémonie qu'on va faire en hommage à nos ancêtres, à nos lignées. Et puis, il y aura aussi une partie dansée et une partie d'exploration pour accueillir les messages qu'ils ont à nous transmettre. Donc, je fonctionne plutôt par thématique, en fait. Ça peut être autour des esprits de la nature, ça peut être de vivre, danser ses rêves, par exemple, hein, donc de faire des rituels qui vont aller nourrir l'intention qui vont aller nourrir les rêves, les projets qu'on a envie de voir grandir dans notre vie. Donc voilà, c'est un peu un alliage de mes différents outils, mes intérêts à moi. Enfin voilà, c'est une manière à moi de faire. Voilà, c'est pas un copier-coller, en tout cas de la Fondation pour les études chamaniques. Voilà, il y a ma patte, il y a celle qui aime danser, celle qui est danse-thérapeute, donc forcément qu'il y a aussi une dimension dansée dans mes propositions. Merci. Voilà. Et puis après, Merci. sur une journée, ça, c'est assez fatigant quand même, hein, parce qu'il y a beaucoup d'allers-retours pour les personnes qui expérimentent. Donc, ça demande un peu d'énergie quand même. Merci. Merci Eric. Alors, moi, j'aurais une question, comme on arrive un peu sur la fin de cette conférence. Est-ce que si on sort des approches un peu académiques du chamanisme, est-ce qu'il y a des choses qui sont un petit peu, on va dire, folles, où il se produit des situations qu'on a du mal à comprendre, des choses que les cartésiens n'arrivent pas à décrire ou à accepter dans leur perception? Alors, moi, par exemple, mon expérience avec tout ce qui est technologique, par exemple, dans mes ateliers, je n'utilise jamais les réseaux Bluetooth et Wi-Fi, etc., parce que c'est à coup sûr des problèmes dans les playlists que je diffuse et à coup sûr le son qui s'arrête, qui redémarre, un son que j'ai pas choisi et qui vient. Enfin, il y a des choses. Je ne le dis pas forcément aux participants, mais moi, je sais que, par exemple, le son qui sort, c'est pas forcément celui que j'avais prévu. On voit qu'il y a des interactions en fait avec, avec les technologies que l'on a. Donc, bon, moi, je privilégie plutôt le câblage déjà pour éviter des interférences et des choses comme ça. Mais c'est des choses qu'on rencontre souvent dès que il y a des esprits et qu'il y a il y a des technologies, il y a souvent des, des interactions qui se font. Après, moi, il y a une expérience que je peux raconter parce qu'en fait, c'est une expérience qui est racontée par Michael Harner dans un de ses ouvrages, donc c'est pas trop un secret. C'est une pratique qu'on appelle le chaman attaché. Et donc, en fait, l'idée, c'est d'attacher une personne avec des cordes. C'est d'abord l'attacher, on va lui attacher les mains dans le dos. Ensuite, on va attacher les poignets, les mains aux chevilles. On va faire plusieurs tours, on va faire tout un tas de nœuds. Ensuite, on lui met une couverture par-dessus. Et ensuite, on repasse encore des tours de corde autour de la personne. Ensuite, on éteint les lumières. Et il y a les battements de tambour et on demande aux esprits de détacher les cordes. Voilà. Donc ça, c'est une expérience que j'ai vécue à plusieurs reprises. Et là, franchement, comment dire enfin, comment donner une explication? Quelqu'un je veux dire, le plus rationnel, la personne la plus rationnelle qui existe, elle assiste à ça. Si elle n'est pas ébranlée, je comprends pas. Parce que les cordes se détachent vraiment. Il y a des cordes qui sont détachées. D'autres restent attachées, mais de toute manière, enfin, le principe de cette expérience, nous, quand on l'a dit, elle est pas d'être. Le but ultime n'est pas d'être détaché.
C'est plutôt l'expérience que l'on vit à travers cette pratique. Donc, qu'on soit détaché ou pas détaché, c'est l'enseignement qu'on tire par rapport à ça. C'est ça qui est en fait recherché et qui est important. Et on se met, c'est aussi l'intention que l'on met dedans. C'est-à-dire qu'en fait, on se met en position de souffrance volontairement, parce que ça fait mal hein, d'être attaché avec les cordes, et on se met en position de souffrance pour la communauté. On le fait, une pratique d'humilité et une pratique de sacrifice pour sa communauté. Et donc après, bah, voilà, il y a certains qui sont détachés, d'autres qui ne sont pas détachés. Ça ne veut pas dire que ce sont des vrais chamans ou pas des vrais chamans, hein. Comme j'ai dit, qu'est-ce que nous on tire de cet apprentissage en fait des cordes et les cordes par terre, bah, c'est une réalité quoi. Et c'est impossible que la personne se détache toute seule. C'est pas possible. Les nœuds sont, pour les avoir fait moi-même, pour avoir vu les autres les faire, etc. C'est pas possible en fait que ce soit la personne qui se détache toute seule en enlevant les nœuds un par un. Non, il y a un moment donné, il y a une action de quelque chose qui est dans l'invisible qui soit aide un peu à détacher, à desserrer au moins les nœuds pour que la personne puisse se libérer, finir le travail en quelque sorte. Ou alors, bah, il est arrivé aussi que les cordes tombent, littéralement, elles tombent en fait, et il n'y a plus de cordes. Donc ça, c'est voilà, ça c'est une des choses auxquelles moi j'ai assisté. Ça fait partie des initiations de la fondation. Donc celle-là, je la raconte parce qu'elle est dans le livre. Les autres, par contre, je ne les raconte pas, mais ça vous donne un peu un ordre d'idée de ce qu'on peut vivre dans les initiations de la Fondation. Voilà, dans les initiations, je parle au niveau des 3 ans, hein, du programme de 3 ans. Je ne parle pas des séminaires de base. Euh, D'ailleurs, pour accéder aux 3 ans, il faut d'abord faire le parcours des séminaires de base. Donc, il y a au moins 4 séminaires à faire avant de pouvoir accéder aux 3 ans. Et après, il faut présenter un dossier, etc. C'est pas tout le monde qui est accepté. Voilà. Donc, pour un exemple de choses perturbantes, inexplicables, les plus cartésiens trouveront toujours une explication, hein, de toute façon. Voilà. Le cartésianisme est aussi de l'ordre d'une forte croyance, hein. Quand on croit fort en quelque chose, on va toujours trouver la manière de justifier pour aller dans le sens de sa croyance. Donc voilà. Alors, je vois qu'il y a la question aussi, qu'est-ce qu'un recouvrement? Alors, un recouvrement, en fait, quand on va estimer que l'âme de la personne, elle est entière, complète, et que bien, les événements de la vie peuvent nous fragmenter, en fait, et que des épreuves qu'on peut vivre, des chirurgies, certaines communautés, on dit même que juste le fait d'avoir peur, ça fait partir un bout ailleurs, et où c'est la porte ouverte à une possession, par exemple, eh bien, ces morceaux-là, qui se sont dispatchés dans les mondes invisibles, on va aller les recouvrer, on va aller les chercher, les ramener à la personne pour qu'elle soit à nouveau entière et qu'elle puisse avoir la meilleure santé possible, être dans la meilleure énergie possible. Voilà. Et après, on échange aussi beaucoup de ces petits bouts avec les autres dans nos interactions, avec notre famille, avec notre entourage. Voilà, ce sont des choses qui peuvent arriver. On prend de l'autre, l'autre prend de nous-mêmes. Donc aussi, dans une perspective, en tout cas de la fondation, c'est régulièrement faire rendre à l'autre ce qui lui appartient et récupérer ce qui nous appartient pour être le plus entier possible et être le plus en bonne santé possible. Donc voilà, en C'est ce gros. qu'on appelle des parts d'âme, ça, c'est ça, Ouais. communément. Ouais, et Et on appelle ça des recouvrements. Et donc, après, on peut le rapprocher aussi de la psychothérapie quand on traite les traumas, où il y a un bout de la personne, en quelque sorte, qui est restée coincée, bloquée dans une situation donnée, et elle a du mal à en sortir. On pourrait aussi rapprocher, si on voulait faire des ponts, en fait, entre les approches, et on va permettre à cette part de se libérer de cette situation et revenir, voilà, pleinement, entièrement. La personne est entière et complète. Voilà. Voilà, c'est ce que, alors, si je peux me permettre de compléter, quand on vit une interaction avec une personne, positive ou négative d'ailleurs, hein, on va mettre une partie de nous en commun avec cette personne. Et tant qu'on n'a pas repris cette partie,
il va y avoir des interactions pas toujours désirées envers nous. Et donc, l'idée, c'est d'aller nettoyer la problématique qui a créé l'interaction et de ramener cette partie qui nous appartient. Et de C'est ça, rendre les parties que à l'autre. l'autre a mis à l'autre. C'est ça. Et puis toujours de rendre. Il y a une éthique aussi dans tout ça. C'est toujours rendre les choses avec amour, en fait. Hein. C'est travailler avec l'énergie de l'amour, de la même manière que avec. Ouais, c'est pour moi un principe fondamental, en fait, un principe fondamental vraiment dans cette pratique. Et effectivement, dans nos relations amoureuses aussi, à un moment donné, il y a rupture, parfois, et puis derrière, la personne dit: «Je sais plus qui je suis». C'est très parlant, en fait, hein. Il y a quelque chose qui est resté quelque part chez l'autre et il y a peut-être une part de l'autre qui est restée chez soi. Donc, c'est comment est-ce que là aussi on redonne, à chacun, ce qui lui appartient pour pouvoir, avancer, pour la suite, quoi. Et pareil pour les chirurgies, eh ben, on peut recouvrer l'esprit d'un organe. Hein, si l'organe n'est plus là, eh bien, on peut aller au moins recouvrer son esprit dans le corps énergétique, on peut dire comme ça. Voilà, par exemple. Alors, est-ce que le chamanisme dans nos campagnes françaises existe toujours sous forme de ce qu'on appelle, entre guillemets, la magie noire, hein, qui a été longtemps pratiquée, qui est certainement encore beaucoup pratiquée par tradition familiale, par croyance, par... Ça serait plus de l'ordre de la sorcellerie, si on revient en catégorie de la manière dont on définit les différents praticiens, entre la différence entre un prêtre, un chaman, un sorcier, un magicien, c'est que c'est pas la même pratique. Et donc, magie noire, c'est pour moi, ça relève plutôt de la sorcellerie, en fait. C'est voilà, c'est le fait d'aller à l'encontre de la volonté de quelqu'un et c'est de la sorcellerie pour moi. Et est-ce que ça utilise les mêmes leviers que le chamanisme et que les autres pratiques? Ça utilise effectivement ce qui existe dans l'invisible, ça envoie des choses qu'on pourrait qualifier de sombres à une personne. Après, moi, je dis toujours aussi que nous-mêmes, on est quand même fait d'ombre et de lumière. Hein, donc, en soi-même, on a des choses aussi qui sont sombres. À un niveau individuel, c'est comment est-ce qu'on fait avec et on s'aime tel qu'on est pleinement, entièrement, et comment on gère tout ça. Après, effectivement, on peut aussi envoyer aux autres des choses plutôt négatives qui peuvent les impacter ou pas les impacter, ça dépend. Mais pour moi, ouais, ça relève voilà, de la sorcellerie et du fait de vouloir faire du mal. Chamanisme, on est plutôt dans une perspective de bien-être commun. Mais après, comme je disais, parfois le bien-être de la communauté, ça passe par le malheur de l'autre. Donc voilà, donc c'est pas si net, quoi. Mais en principe, normalement, un chaman œuvre pour le bien-être de son client, mais il peut être amené à être, contre-sorcier. Donc à faire lui-même de la sorcellerie pour contrer la sorcellerie de quelqu'un d'autre. Donc il devient un contre-sorcier. Tout est une question de point de vue. Oui, Alors, deux questions. La première, est-ce que tu es formé à la FSS? Tu peux oui, c'est rappeler ce ça. que c'est que la FSS? Donc c'est la Fondation pour les études chamaniques, donc fondée par Michael Harner, il y a maintenant un paquet d'années. Il est mort il n'y a pas très longtemps, je crois en 2018 ou quelque chose comme ça. Et c'est une fondation qui se donne pour mission de transmettre en fait ses sagesses, la pratique à des Occidentaux pour qu'ils puissent eux aussi se relier à l'invisible et développer leur propre manière de faire et leur propre panthéon personnel et leur propre cartographie. Pendant un temps, ils archivaient aussi beaucoup ce qu'ils appelaient les map of non-ordinary realities. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, toutes les personnes qui passaient par la fondation faisaient des dessins des réalités non ordinaires. Et puis, du coup, tout ça a été archivé. Et puis, il y a eu aussi beaucoup d'archivage des représentations aussi qui sont faites dans les communautés autochtones, des archivages aussi des artefacts. Il y a aussi des bourses qui existent pour aider
eh bien, certains chamans à continuer d'exercer, transmettre aussi. Donc, il y a des personnes dans le monde qui bénéficient de ces aides financières pour que ces savoirs ne s'éteignent pas. Puis, il y a aussi, je crois, pour les communautés autochtones en Amérique du Nord, il y a des conditions un peu spécifiques, des bourses aussi, des choses comme ça. Donc voilà, donc c'est à la fois de la transmission, de la préservation dans les grandes lignes. Et les programmes sont les mêmes dans le monde entier. Donc c'est ça un peu la spécificité, c'est-à-dire que si vous allez apprendre aux États-Unis, vous allez apprendre la même chose qu'en France, la même chose qu'en Suisse, la même chose qu'en Allemagne, la même chose qu'en Autriche. Donc ce sont des programmes qui sont un peu normés. Et moi, ce que j'apprécie, c'est que c'est carré, en fait. Moi, j'aime bien quand c'est carré, quand c'est clair. J'aime bien quand c'est pragmatique. Donc voilà, donc c'est ce qui m'a attirée. Et c'est parce que j'ai commencé d'abord par lire Michael Harner aussi. Donc, mon premier livre, c'était La voix du chaman. Et c'est comme ça qu'après, je me suis tournée vers la pratique et vers cette fondation. Et ce qui me plaisait aussi, c'était le fait que il y a pas voilà, les contingences culturelles ont été enlevées. Alors ça aussi, c'est ses inconvénients. C'est un peu comme la méditation de pleine conscience où on a clairement expurgé toute la dimension religieuse, bouddhiste, etc., pour la rendre accessible, on va dire, aux Occidentaux, sans que c'est une connotation religieuse derrière. Donc ça a ses points positifs comme ses points négatifs, mais ça évite aussi peut-être les phénomènes d'appropriation dont je parlais tout à l'heure, de savoirs qui ne sont pas les nôtres et sans demander l'autorisation aux détenteurs de ces savoirs. Donc c'est hyper important de respecter ça, voilà. Et alors, la dernière question, puis après, on parlera peut-être un peu de livres que tu pourras nous proposer. Est-ce que le chamanisme est comparable avec le druidisme? Bah, ça, c'est aussi une vaste question. Ça dépend sur quelle base, de quelle base on part, en fait, pour définir l'un et l'autre. Mais dans les deux cas, le point commun, c'est la connexion à l'invisible. C'est un certain savoir sur les plantes, sur l'usage des plantes. C'est un certain savoir aussi par rapport aux astres, hein, parce que je sais que dans le druidisme, il y a aussi une dimension, il me semble, par rapport à l'astronomie, les planètes, même je crois qu'il y a une dimension d'astrologie, mais alors là, les spécialistes me diront, parce que moi, je t'avoue que je ne sais pas. Je suis pas très sûre de mon fait, de ce que je suis en train de dire. Mais il y a aussi ce rôle de conseiller, de guide, hein. À ma connaissance, les druides étaient détenteurs d'un certain savoir et ils étaient aussi écoutés et ils guidaient les souverains à l'époque. Donc il y avait aussi cette fonction de conseiller, de guide. Après, est-ce qu'on peut rapprocher au-delà de ça? Je sais pas trop. Mais en tout cas, dans la connexion à l'invisible et le fait d'être un lien entre le visible et l'invisible, oui, on peut rapprocher à ce niveau-là le druidisme des chamanismes. Et alors, se renseigner en cas de, ça c'est Raphaël qui posait la question, donc se renseigner sur l'aspect bienveillant et sérieux des personnes qui font ces enseignements, Ouais, ne pas hésiter à demander à droite, à gauche, à contacter des organismes qui ont c'est pignon ça. sur rue depuis longtemps et pas se lancer auprès de la première personne venue. Ouais. Euh, Ouais. Il y a toujours des signaux d'alerte de toute façon. À partir du moment où l'autre, il essaye de vous mettre en position d'infériorité, c'est lui le sachant, vous ne savez rien, il va savoir pour vous, bah là déjà c'est un mauvais signe, hein, ça c'est important. Après, je dis toujours que parfois dans les mauvaises expériences, il y a un enseignement aussi, hein, donc voilà, je sais qu'il y a des personnes qui vivent des mauvaises expériences malheureusement. Mais parfois, quand on y regarde un peu plus près, bah, la personne, par exemple, n'était pas prête à rémunérer l'autre. Donc, bah, quelqu'un propose du gratuit, il y va, mais peut-être que la personne, bah, en fait, elle a aucune compétence, aucune éthique, il n'y a rien de la psychologie humaine et qu'elle va faire plus de mal que de bien. Hein, donc voilà, ou elle va essayer d'arnaquer la personne en lui trouvant plein de mots. Ça peut arriver aussi, lui dire bah vous êtes possédé, il y a plein de trucs, on vous a envoyé plein de machins, bah là il va falloir payer pour que je vous libère de tout ça. Donc ça c'est un risque par exemple. Il y a aussi parfois eh bien c'est on confie un peu trop les clés à l'autre. Et donc, du coup, la leçon, c'est de peut-être pas confier les clés à l'autre,
et de aller davantage vers son propre pouvoir. Et peut-être que ça va demander plus d'efforts aussi, plus de travail, ça va demander plus de temps, hein, mais c'est pour du mieux derrière aussi. Donc voilà, parfois dans les mauvaises expériences, il y a aussi des enseignements pour soi. Donc voilà, et moi-même, j'ai eu des mauvaises expériences, avec, plutôt dans ma folie d'exploration à un moment donné où je voulais tout explorer, j'étais dans une espèce de boulimie, d'exploration, puis je suis tombée sur des personnes, bah, qu'on avec des énergies, pas terribles. Voilà. Et après j'ai la chance d'avoir un signal d'alerte, qui assez rapidement, fait que je ne vais pas poursuivre et que je 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 pars très vite, hein. Dès que je sens qu'il y a un peu une emprise qui commence à se faire, je m'en vais. Mais voilà, mais vraiment, c'est très important même de demander à la personne comment elle a été formée, hein. Ça, c'est important. Auprès de qui elle s'est formée? Comment? Si elle vous dit qu'elle a été formée que dans ses rêves, bon, bah, pourquoi pas, mais normalement, la transmission, même dans les communautés autochtones, elle se fait d'humain à humain, hein. Il y a des initiations, il y a des chamans qui enseignent, à des apprenants, à des apprentis qui vont, ensuite devenir eux-mêmes des chamans. C'est tout un parcours, d'apprentissage. Donc il y a aussi des apprentissages qui se font avec des humains. Donc moi, je suis toujours un peu, méfiante des personnes qui disent qu'elles apprennent tout que des esprits et qu'elles apprennent tout que de l'invisible et qu'elles apprennent tout que dans le rêve, quoi. Là, et en général, l'ego est assez présent. Et c'est toujours risqué parce qu'on ne sait jamais à quel esprit on a affaire. En plus, on ne sait pas trop à qui il est connecté, donc voilà. Donc même enfin, je veux dire, si on part des chamanismes des communautés autochtones, il y a des transmissions qui sont faites, donc voilà. Si là-bas ça fonctionne comme là-bas comme ça, pourquoi ça ne fonctionnerait pas ici de cette manière? Donc voilà. Donc les personnes qui disent qu'elles n'ont pas à apprendre des autres, ça aussi méfiance, hein. Moi, pour moi, les personnes qui disent moi j'ai pas à apprendre des autres personnes, euh, où est l'humilité? Ça doit donner à réfléchir. Ouais. Alors, est-ce que tu aurais déjà peut-être pour commencer, des organismes sérieux de formation ou auprès de qui se renseigner, pour qui seraient intéressés? Bah, du coup, la FSS, hein, en anglais, c'est la Foundation for Shamanic Studies, qui a des branches dans le monde entier, dont une branche en France. Et en France, il y a deux enseignantes, une en région parisienne et l'autre vers le sud. Je ne sais plus où exactement, mais elle est là-bas, voilà. Après, il y a aussi Liliane van der Velde, par exemple, qui a, alors moi, j'ai pas eu l'occasion d'expérimenter avec elle, mais qui a une école et qui forme aussi. Et on m'en a dit beaucoup de bien. Donc c'est pour ça que je me permets de citer son nom. Après, je suis sûre, des très bons praticiens, des très bons chamans aussi, en France. Après, moi, je ne les connais pas personnellement, donc là, j'ai pas trop de noms à donner. Je peux conseiller au moins, c'est déjà la FSS et l'école de Liliane van der Velde. Et puis la FSS a l'avantage de, si on a envie d'aller apprendre dans un autre pays, ben on peut varier les enseignants. Voilà, exactement. Donc Alexandra, effectivement, Béatrice, donc, qui est dans le sud, mais je ne sais plus trop où, et Omar Haussmann, qui est en Suisse. Voilà, donc lui, il est en Suisse. Ça, c'est pour les francophones. Et après, on peut apprendre aussi, j'ai une camarade qui enseigne à Londres, d'autres qui sont en Allemagne, en Autriche, voilà. Il y a la FSS en Espagne aussi qui existe, mais elle est liée à l'Amérique du Sud, hein. C'est régionalisé aussi, hein, c'est régionalisé. L'Espagne a été rassemblée avec l'Amérique latine. Donc voilà. Et puis après, pour les lectures, l'ouvrage de référence de base, c'est La Voix du chaman de Michael Harner. C'est un ouvrage intéressant, c'est vraiment le basique. Les bouquins de Laurent Huguelit aussi qui sont intéressants. Il a été enseignant pendant un temps auprès de la FSS. Et puis ensuite, eh bien, il y a les lectures anthropologiques. Alors là, ça dépend de la tradition qui vous intéresse. Donc, parce que l'anthropologie, les anthropologues, les chercheurs sont en général spécialisés sur une région, une communauté,
et donc vont écrire ce qu'on appelle des monographies sur une communauté en question. Donc ça, c'est en fonction de ses affinités. Est-ce qu'on a envie de s'intéresser aux pratiques en Amazonie? Est-ce qu'on a envie de s'intéresser aux pratiques des hommes et des femmes médecines en Amérique du Nord? Les pratiques, je sais pas, en Asie du Sud-Est, pratiques au Tibet, en Polynésie, en Afrique, en Australie, voilà, en Mongolie, en Sibérie, les chamans du nord de l'Europe, les Samis. Voilà, il y a de quoi faire. Donc après, c'est en fonction de ses affinités et de ce qu'on a envie d'explorer. Merci Laetitia. Eh bien, écoute, je pense qu'on va clore cette conférence qui était passionnante. Et puis, on te retrouvera peut-être dans 2 semaines pour la conférence sur la communication avec les plantes. Merci aux participants et puis bonne fin de soirée à tout le monde.